Cette histoire se concentre sur l'élève le plus cool que le Japon ait jamais connu. En effet, ce qui semblait être un simple nouvel élève transféré, nommé Sakamoto, a réussi dès son premier jour à attirer l'attention de tous ses camarades. Non seulement à cause de son physique, qui fait craquer toutes les filles, mais aussi grâce à sa présence écrasante, avec laquelle il est capable de tout faire avec style. C'est quelque chose que beaucoup admirent, tandis que d'autres, comme les voyous exclus de la classe, ne peuvent que l'envier. Alors, la seule solution qu'un harceleur trouve face à cela, c'est de le faire passer pour un idiot. Cependant, Sakamoto ne peut pas avoir l'air ridicule et tous les pièges qui l'attendent, comme celui des toilettes ou de la chaise, ne font que le faire ressortir encore plus parmi les autres. Alors, il ne reste qu'une seule solution pour ces génies, lui donner une bonne raclée. Il l'appelle donc, après les cours, au laboratoire de l'école, où ils parviennent à le capturer tout en s'assurant qu'il n'appartient à aucun gang qui pourrait leur causer des problèmes. Alors maintenant, avec l'esprit tranquille, ils cherchent à le frapper et à publier des photos de lui en sous-vêtements pour l'humilier devant la classe. Mais même la caméra le met en valeur. Et soudain, un incendie se déclare sur place, dont ils ne peuvent pas s'échapper, car la porte est bloquée. Alors les voyous paniquent, tandis que Sakamoto reste plus calme qu'une laitue. Il prend vite le contrôle, effectue quelques mouvements de bassin qui créent un courant d'air suffisant pour éteindre le feu. Voyant avec quelle assurance il agit, les brutes l'imitent, et cela devient une compétition pour savoir qui le fait le mieux. Ce que personne ne sait, c'est que le prota fait cela pour que les professeurs de la salle d'en bas remarquent le bruit et finissent par les sauver. Et comme la parole de cet élève vaut plus que celle des autres, il finit par donner un témoignage qui sauve les voyous, lesquels sont touchés par le prota, allant même jusqu'à des situations étranges. Mais il y a un ennemi qui déteste le prota encore plus intensément. Il s'appelle Sera, un mannequin frustré de ne pas attirer l'attention en classe, tandis que Sakamoto réussit même en sauvant un oiseau. Passer aux informations fait que son objectif devient de le ridiculiser devant tout le monde, mais rien n'y fait, même s'il lui enlève ta chaise. Pris au dépourvu, il trouve une solution étrange. Comme dans le sport où lorsqu'il ne peut fuir, il doit toujours paraître génial, c'est tout ce qui compte pour lui, donc il ne peut pas le battre directement. Alors, lorsqu'un frelon entre dans la salle de classe, Sera voit l'occasion de passer pour le héros sans que personne ne se rende compte de sa peur des insectes, mais il finit par paraître encore pire. Alors que Sakamoto, dans une situation normale de sa vie, finit par affronter l'insecte dans un combat à mort où il ne peut y avoir qu'un seul gagnant. Littéralement, le seul défaut de Sakamoto, c'est qu'il porte des lunettes, tandis que Sera passe pour le clown. Mais cela ne le dérange pas vraiment car c'est aussi une façon d'attirer l'attention. Alors Sakamoto reprend ses activités caritatives, mais il se rend compte que le gros Kobuta est victime de chantage de la part de quelques fainéants de la classe. Cependant, Sakamoto n'aime pas les histoires pathétiques. Sa solution est donc de lui conseiller de trouver un travail pour qu'on le vole, mais avec de l'argent en poche. Malgré tout, il l'accompagne au travail, ce qui complique les choses car toutes les femmes commencent à envahir le commerce. Mais curieusement, Kubota, à la fin de la journée et très fatigué, se rend compte que cet argent gagné à la sueur de son front a beaucoup de valeur. Était-ce ce que cherchait Sakamoto? Et c'est le lendemain que les voyous apparaissent sur place pour embêter Kubota. Après le travail. Et c'est là que le gros se retrouve face à sa plus grande peur. Cependant, en se rappelant toute la sueur et les larmes que lui a coûté cet argent, il décide de ne pas le donner et préfère supporter la raclée. C'était le signal dont le héros avait besoin pour intervenir d'une manière étrange, mais qui finit par très bien fonctionner et où le héros lui témoigne du respect pour ce qu'il a fait, formant ainsi une amitié entre ces deux-là. Cependant, Sakamoto sera occupé car Aina, une fille amoureuse de lui, fait son apparition, mais il ne le sait pas car elle est littéralement invisible pour lui. Elle essaie donc de briser la glace en s'approchant de son point faible avec un peu de séduction. Cependant, l'élève parfait n'a ni point faible ni insécurité. Donc même en utilisant la classique « bon, je vais chercher un gars qui me prête attention », ça ne marche pas. Le protagoniste s'en fiche. Malgré tout, la fille ne baisse pas les bras et dans l'après-midi, elle décide de jouer à la Ouija, cherchant à vivre une relation plus excitante. Mais elle ne s'attendait pas à ce que ses rivales de classe, qui la détestent à cause de sa réputation de fille facile, finissent par la saboter, ce que remarque Sakamoto et il fait semblant d'être possédé. Toutes les femmes étant folles de lui, elles abandonnent vite la haine. Et il sauve le protagoniste avec un rituel très étrange. C'est vrai, mais en résolvant cette tension et en se débarrassant d'une romance qui, honnêtement, n'est pas nécessaire. C'est tellement incroyable que ça m'a fait pleurer.
Mais voilà qu'on se retrouve avec des voyous dont les chefs sont en fait à l'intérieur de l'école. Et Sakamoto, pour une raison quelconque, finit par exécuter tous les ordres de ce gros, non pas parce qu'il a peur d'eux ou qu'il est victime de chantage, mais par respect pour ses senpai. Sans jamais perdre son style, bien sûr, cependant, le gros en profite. Il lui demande d'apporter de meilleures boissons, des vêtements tricotés, une serviette, des chaussures brillantes, tout ce dont le gros a besoin. Cependant, comme il est si parfait, il ne sait plus quoi lui ordonner et il laisse ses mains le satisfaire comme il veut, ce qui est une très mauvaise idée car le prota a des idées assez étranges. Et le gros se retrouve vite diminué. Et il commence à sentir que Sakamoto est plus dangereux et surtout plus terrifiant qu'on ne l'aurait imaginé, avec des situations qui le traumatisent et à la fin, il a tellement peur qu'il fait les choses tout seul. Ainsi, le prota se retrouve à nouveau libre d'étudier chez Kubota. Cependant, il y a un nouveau problème, car chaque fois qu'ils entendent la mère de l'enfant, ils doivent la se cacher. Car dès le premier instant où elle l'a vu, elle est tombée amoureuse de lui à un point assez obsessionnel. Référence à Shingeki, au point qu'elle se relook complètement juste pour être jolie pour lui. Alors quand Kubota doit sortir pour quelques affaires, une chasse commence dans la maison, car la femme le cherche partout. Cependant, avec la qualité du protagoniste, il n'y a aucune chance qu'elle le trouve. En la voyant si triste de son absence, il utilise les feuilletons turcs qu'elle regarde pour lui faire comprendre qu'ils ne peuvent pas être ensemble. Avec une performance dramatique mais sublime pour qu'elle comprenne un peu que son amour si grand doit être réprimé. Même s'ils ne se sont connus que 2 minutes en tout. Mais bon, on s'arrête là. Que Sakamoto est sur le point d'arriver en retard en cours, mais il ne finit jamais par échouer. Quelque chose qui agace le professeur, qui en a déjà assez de lui tendre des pièges pour qu'il reste dehors, mais ça ne marche jamais. Alors, il veut lui rendre la vie impossible. Mais nous savons déjà comment cela se termine, puisque le professeur commence à suivre ses pas, cherchant une faille pour pouvoir le réprimander. Mais rien, ni en ce qui concerne les vices, ni le mauvais comportement. Tout a une explication logique pour Sakamoto. Cependant, pour le cours d'éducation sexuelle, les choses changent un peu. On dirait que le protagoniste cherche à se faire réprimander en étant irrespectueuse, en se distrayant avec d'autres choses. Ce qui serait une opportunité pour le professeur, si ce n'était pas pour le contexte. En fait, Sakamoto avait besoin d'être sorti de la classe pour sauver un moineau affamé. Ainsi, le professeur ne peut retenir ses larmes devant son acte sublime. Et à partir de là, la perfection commence, car pendant l'heure de dessin, tout le monde veut illustrer son idole, le rendant encore plus populaire. En fait, lors d'un exercice d'incendie, il prend la situation tellement au sérieux que, de façon héroïque et épique, il sauve la dernière personne restée dans le bâtiment, mais en la mettant plus en danger que d'habitude. Pendant ce temps, de la même manière, il a la sortie parfaite. Classique des films d'action, où désormais tout le monde ne peut plus retenir ses larmes d'émotion et où ils ont de moins en moins d'ennemis. Pourtant, alors que les harceleurs préparaient un piège pour quelqu'un d'autre, il semblait que Sakamoto était tombé dedans. Il passe tout l'après-midi à chercher ses traces, car il a disparu. Pour l'instant, ils observent les bonnes actions de l'élève. Et est-ce qu'ils se sentent coupables pour le piège? Ou alors, au minimum, il a fini par tomber dans le trou jusqu'au Brésil. Cependant, rien de tout cela n'est jamais tombé dans le piège, et il était simplement très occupé. Quelque chose qui paraît simple, mais qui rassure vraiment les paresseux. Pendant ce temps, Sakamoto poursuit ses activités avec élégance, attirant ainsi l'attention de plus de femmes. Et, à son tour, de Hayabusa, le chef des voyous de l'école, qui ne comprend pas pourquoi Sakamoto est si célèbre. Mais en voyant la réaction du gros et sa peur, à tel point qu'il ne peut même plus le mentionner. Et avec le témoignage des autres, il se rend compte que c'est un type dangereux. Cela inquiète Hayabusa, qui refuse que son orgueil soit entamé par un élève de première année. Alors, pendant que le prota est en cours avec Kubota, le senpai fait son apparition avec une grande prestance, en plus d'être lui aussi populaire auprès des femmes. Alors il dit au prota qu'il a besoin de parler avec son visage, une expression assez étrange, ce que le prota interprète mal en pensant qu'il doit vraiment donner une copie de son visage, ce qui énerve le type. Et qu'est-ce qui déclenche l'intérêt des filles qui veulent garder cette relique? Imaginez pourquoi. Cela fait comprendre à Hayabusa qu'en ce moment, le cours est contrôlé par ce type. Donc il n'a pas d'autre choix que de le défier à un combat après les cours. Près de la rivière, mais la bête n'a pas le temps pour ça, car il doit nettoyer les toilettes. Et les responsabilités alors? Alors les acolytes du voyou, qui veulent que cela arrive, commencent à planifier quelque chose pour énerver Sakamoto et ainsi provoquer un combat. Cependant, peu importe ce qu'ils lui font, comme jeter ses chaussures ou cacher ses affaires, ils trouvent toujours une solution pratique à tout. Alors la seule chose qui leur vient à l'esprit est d'attaquer son ami. Cependant, ils le font en le rasant complètement. C'est une telle humiliation pour quelqu'un d'aussi peu sûr de lui que cette fois, le prota ne laisse pas passer et décide de chercher les responsables, se retrouvant face à toute la bande. Alors que les deux ressentent
l'aura si puissante qu'ils ont en face d'eux, ils décident de clarifier la situation. Cependant, un policier arrive justement dans la zone et ils n'ont d'autre choix que d'inventer qu'il s'agissait d'une compétition de sumo avec les mains. Cependant, le policier veut en voir une démonstration, ce qui complique les choses, sauf que Sakamoto prend cela tellement au sérieux qu'il commence vraiment. Un combat auquel le blond participe aussi, et cela finit par être bien mieux qu'une simple bagarre de quartier. Cependant, comme toujours, le prota utilise des techniques qui n'ont aucun sens et qui affaiblissent l'ennemi, dans le pur style shonen, tandis que Hayabusa, sachant qu'il est en train de perdre, décide quand même de ne pas utiliser ses amis comme piège et ne peut qu'attendre sa défaite. Cependant, sous la pluie, il s'avère que Sakamoto démontre pourquoi il n'a pas d'ennemis, en appelant un taxi pour que personne n'attrape froid. Et c'est ainsi qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que de s'excuser face au remords. Tous font quelques achats, puis vont chez Kubota, où ils s'excusent et partagent un grand dîner. Le protagoniste reste à l'écart à cause de sa mâchoire. Le lendemain, on voit ses enfants qui cherchent des moyens de s'amuser, même avec des pierres. Cependant, Sakamoto ne perd jamais, et même contre les plus jeunes, il finit toujours par représenter la rue. Bien qu'il l'idolâtre, l'un des petits pense qu'il peut le battre, et le lendemain, il continue d'essayer, cette fois avec un autre jeu. En avançant, ils comprennent pourquoi il est le meilleur. Bien qu'il soit parfois égocentrique, il choisit de les aider et leur permet aussi de profiter de la victoire. Ainsi, il finit par gagner leur respect, mais bon, sans plus de distraction, il arrive à l'école où nous retrouvons maintenant Megumi, qui est une fille ordinaire dont le passe-temps est de prendre des photos de Sakagoto. Depuis l'anonymat. Comme elle pense qu'il y a une différence entre eux, elle ne pourra jamais lui parler. Cependant, en examinant les clichés de plus près, elle se rend compte qu'une présence paranormale apparaît sur les photos et elle doit l'avertir. Mais la traiter de malade qui prend des photos en cachette n'est pas idéal. Alors elle tente de lui expliquer autrement. Cependant, pour un type à qui tout ce qui lui arrive semble normal, lui-même, sans le vouloir, finit par apprivoiser les situations classiques de terreur, comme les objets qui bougent tout seuls ou les cheveux qui apparaissent dans la salle de bain, qu'il décide de façon aléatoire de prendre, de nettoyer et d'utiliser. Dans le cas de Kubota et sa calvitie, l'esprit commence à cohabiter avec lui. Pendant ce temps, la fille, grâce à Kubota, en arrive à la conclusion que l'esprit, tout comme elle, a quelque chose en suspens avec le protagoniste. Et elle finit par découvrir que même les fantômes tombent amoureux du type parfait. Alors Megumi décide de l'aider, puisque personne ne l'aide elle, et lui avoue ce qu'elle ressent, ce qui apaise l'esprit et la fille, qui se sent d'une certaine manière rassurée par la réponse aimable du protagoniste. Elle ne peut pas être sa petite amie, mais peut-être son amie et désormais prendre des photos où son visage apparaît. Pendant ce temps, les voyous dans la librairie cherchent un moyen d'obtenir quelque chose de plus de 18 ans cependant. Ils ne peuvent pas entrer dans cette zone, à cause des caméras. Et voyant que Sakamoto arrive sur place avec tout un groupe d'admiratrices, ils décident de l'utiliser en échange de lui remettre le livre sur la vie intéressante des oiseaux qu'il cherchait. Il finit donc par accepter et ils élaborent tout un plan pour regarder du contenu explicite. Et au final, pour Sakamoto, se faufiler dans l'endroit avec ses techniques étranges est facile, donc il finit par ramener toute une saga complète. Et même si le vendeur essaie de le piéger en disant qu'il était mineur, la confiance de Sakamoto brise son esprit et, sans en dire trop, il finit par gagner. Bien sûr, il remet sa commande, car cela ne l'intéresse absolument pas, ce qui fait se sentir mal les fainéants, qui finissent par jeter pas mal de yens à la poubelle. Et il y a des choses plus importantes, comme le festival sportif qui approche et où Sakamoto est l'espoir de tous cette année pour gagner. Cependant, dans l'équipe se trouve Sera, qui malgré le temps continue de l'envier énormément. Il réussit à convaincre un groupe de personnes de le saboter pendant les épreuves. Dès le début du pan, ils lui font le coup classique de la grille électrifiée et du fil barbelé, ce qui lui fait perdre du temps. Mais il ne veut pas paraître mauvais, alors il emploie la technique du crocodile en chasse. Pendant ce temps, ce vieil homme sur le point de mourir connaît le genre de technique qu'utilise Sakamoto, frustrant Sera qui se rend compte qu'il perd l'attention des filles, alors il doit être plus agressif. Il choisit alors une technique classique des années 2000, la connexion agressive des lacets, ce qui le fait chuter au centre du terrain. Mais jamais comme un idiot, mais plutôt comme point de départ pour l'utiliser. Technique africaine du guépard, ce qui enthousiasme tout le monde et manque de tuer le vieux d'excitation. Cependant, le remplaçant qu'il a n'est pas aussi habile. Et lors d'une chute, la fille finit assez humiliée par les rires. Et Sakamoto convainc Sera d'utiliser la technique que lui seul connaît,
pour aider la fille. Même idiot, il n'a pas un mauvais fond et relègue ce qui est arrivé à la fille au second plan. Quand Sera décide de finir la course en courant nu, c'est vraiment ce qui reste dans l'esprit des gens. Et la fille le sait, car ensuite elle le remercie et lui dit qu'elle n'avait pas remarqué auparavant qu'il était aussi beau. Bon point pour Sera. Nous revenons maintenant aux voyous de l'école qui réalisent leurs activités obligatoires pour le festival. Et certains veulent rejoindre le club de Sakamoto, ce qui fait peur à Maruyama, même si Hayabusa s'en fiche. Cependant, en le nommant, un élève inconnu apparaît, que nous connaissons sous le nom de Fukase, et qui a besoin des informations du protagoniste pour jouer à une sorte de jeu. Bien que Hayabusa refuse de le vendre, en classe, les fainéants critiquent les activités avec des ballons préparés par les filles pour le festival. Alors Sakamoto s'occupe de faire en sorte que tout fonctionne, s'attirant la colère des gars qui tombent justement sur Fukase, lequel décide de les utiliser. Et le lendemain, tous les ballons de la salle apparaissent détruits et une affiche annonce Sakamoto comme le coupable. Alors toute l'école se retourne contre lui pendant qu'il le cherche pour qu'il paie pour ce qu'il a fait. Heureusement, avant que la situation ne dégénère, Hayabusa décide de se révéler et d'aider le protagoniste en lui racontant tout ce qui se passe sur le moment. Il se retrouve face à tous ses camarades, mais choisit d'utiliser une fausse voix comme celle d'une présumée coupable. Ce qui embrouille les fainéants qui finissent par révéler des détails qu'ils ne devraient pas connaître et qui les incriminent. Et après un combat bizarre avec des ballons, la vérité finit par éclater. Mais malgré tout, ils sont pardonnés afin de permettre au festival d'avoir lieu. Cette fois, avec de la barbe à papa sur le visage de Fukase, rassurant les filles qui, pendant le déjeuner, finissent par se rappeler leur histoire avec Sakamoto. Ce n'est pas la situation romantique typique, car la première, au lieu d'être la scène où l'on se touche les mains en ramassant une gomme tombée, Sakamoto prend l'objet sans permission et l'utilise, en abuse même au point de le rendre chaud pour le froid. La seconde serait plus classique, où le protagoniste aurait pu l'aider avec un parapluie sous la pluie. Cependant, il en a fait un événement où il a l'air génial, et la fille se retrouve mouillée. Et la dernière est la plus cliché. Il aide une camarade à ramasser ses livres après une collision, mais il ne sauve que les livres, bien sûr, avec un style total. La façon dont il a rencontré Kubota est-elle plus romantique? Et justement, ce jour-là, Kubota semble agir de façon étrange devant Sakamoto. Et c'est ainsi que l'on voit que son véritable ami est enrhumé à la maison, tandis que sa mère sait que Sakamoto est à l'école. Elle a décidé de s'habiller comme son fils et de passer une journée avec son amour platonique. Elle nous offre de grands moments, même en référence à d'autres animés, cherchant à attirer l'attention de son bien-aimé. Cependant, elle doit rester discrète quand d'autres filles s'intéressent à lui. Mais plus elle fait d'efforts, plus elle s'éloigne. En plus, l'ambiance masculine commence à la mettre mal à l'aise. Et même si on ne sait pas si le protagoniste se rend compte de sa véritable identité, il décide de l'aider à s'en sortir. Quand ils veulent le tripoter, disons, mais en la traitant comme un ami. Ce qui l'a conduit à comprendre, enfin, qu'elle ne peut pas trahir cette gentillesse et décide d'abandonner son obsession pour continuer sa vie de mère. Et pendant qu'on regarde, Noël approche. Et c'est ici que ces adultes plutôt chauds cherchent une autre personne pour les accompagner à un rendez-vous de groupe qu'ils ont prévu. Et justement, ils tombent sur le jeune lycéen avec l'allure qu'ils recherchaient. Alors ils l'emmènent au karaoké, où il est le moins intéressant pour ses filles. Au début, à cause de son uniforme et de sa façon étrange de parler, ce qui donne un avantage aux deux autres. Mais quand les questions commencent, ils voient que le protagoniste est plus complexe et mystérieux qu'ils ne le pensaient. Il commence alors un parcours où il démontre toutes ses compétences, en enlevant à ses adultes tout espoir de finir la soirée avec l'une de ses filles. Et quand il pense qu'il serait un mauvais chanteur et que cela lui ferait perdre des points, il finit par faire encore mieux avec quelques chansons allemandes. Imaginez comme il finit par détruire l'espoir des deux autres, avec toutes ses filles et bien d'autres encore derrière le protagoniste. Mais maintenant, passons à Hayabusa, qui s'avère être une vraie peluche à la maison, prenant soin de ses sœurs et de son père. C'est pourquoi il choisit de l'accompagner à un rendez-vous le soir, afin de lui trouver une petite amie et une figure maternelle pour les plus jeunes. Cependant, étant un voyou du lycée, il décide de demander de l'aide au protagoniste pour avoir une apparence plus impressionnante. Cependant, ils doivent élaborer tout un plan dans lequel Sakamoto s'infiltre de manière étrange. Et même si cela peut sembler étrange, il finit par fonctionner comme un type grand, très en forme et cultivé. Il remercie au bon moment et adopte un style européen, accomplissant la tâche pour son père qui semble heureux. Cependant, à ce moment-là, on voit que le couple se fait agresser. Et comme le blond ne doit pas donner une image agressive, ils échangent les rôles. Sakamoto corrige les voleurs, mais découvre que la femme en est une aussi, cherchant seulement de l'argent. Ainsi, le vieil homme est sauvé. Et même si c'est difficile à affronter, ils pourront aussi s'en remettre.
Cela dit, ce sera un hiver assez triste, pour lequel on découvre justement la première faiblesse. Et en fait, Sakamoto n'a jamais connu la neige, et il ne sait pas comment agir dans cet environnement. Alors le trio de voyous décide que c'est leur chance d'être au niveau du héros. Surtout Atsushi qui veut être en quelque sorte son rival. Cependant, en voulant lui montrer comment faire des formes dans la neige, il finit par perdre tout intérêt ou se contente de faire des bonhommes de neige. Il n'a pas le style de Sakamoto, alors Atsushi finit par être trop frustré. Fukase en profite pour le provoquer, lui disant de le défier à un combat, même si ce n'est qu'avec des boules de neige. Cependant, le protagoniste n'a pas de faiblesse, c'est littéralement une machine et il ne peut rester sans bouger tout le temps jusqu'à ce que le protagoniste le batte. Pas au combat, mais mentalement. Il ne fait donc que finir de le détruire, tandis que Fukase continue d'alimenter l'idée que Sakamoto est le problème et qu'il devrait disparaître. On le voit le lendemain, quand tout le monde se rappelle ce qu'ils ont fait pendant l'année grâce à des photos. La plupart concernent des filles qui veulent voir Sakamoto nu, mais il y en a d'autres, comme celle d'Atsushi, où il garde son affection pour ses amis. Cependant, comme l'explique Hayabusa, Fukase, bien qu'il soit un adulte qui redouble chaque année, n'est pas du tout idiot. Et avec son objectif de chercher quelque chose d'amusant, il finit par convaincre Atsushi qu'il doit s'occuper de faire disparaître Sakamoto. Et justement, c'est l'événement de fin d'année qui a lieu, où l'on fait un résumé de ce qui s'est passé, mais ce n'est pas très important. Cependant, le délégué, comme il ne peut en être autrement, décide de dire quelques mots, et il le fait avec une représentation de ce qui arrive et de ce qui s'en va. Tout est génial! Cependant, Atsushi apparaît soudainement dans la salle avec une batte. Et à la façon dont il attaque le professeur, on voit qu'il est complètement fou, ce que remarque Sakamoto, qui comprend le danger qu'il court à cause de cela. Il décide de ne pas faire de scandale, tout en faisant croire au public que tout ce qui se passe fait partie du spectacle. On voit que le protagoniste veut l'aider, alors il empêche une intervention, quitte à subir les actes de cet homme. Il lui montre clairement qu'il n'est pas un rival, mais un ami, et il regrette vraiment ses actes. Malgré tout, il est pardonné, car l'auteur de tout cela est une autre personne que le protagoniste retrouve à l'infirmerie. Et il lui raconte qu'il perd des années. D'ailleurs, parce qu'il peut profiter au premier rang du passage vers un nouveau monde et de l'échec que connaissent les étudiants diplômés. Alors, en apprenant cela, ils organisent leur plan tous ensemble, avec les voyous. Et le jour de la remise des diplômes, ils surprennent le type avec des notes élevées qui réalise son pire cauchemar. Obtenir son diplôme sans forcément ruiner sa vie, pendant que d'autres en profitent. Cependant, Sakamoto annonce une mauvaise nouvelle, car il doit retourner en Amérique pour poursuivre ses études, laissant derrière lui les amitiés nouées cette année et les expériences positives pour tous. Hayabusa est le seul à savoir que ce départ a une autre raison et qu'il doit lui dire ce qui se passe. Nous laissons avec une histoire assez ouverte, pour laquelle, heureusement, il y a déjà une deuxième saison complète. Et sinon, si nous atteignons 400 commentaires, je vous apporterai cette vidéo le même jour. J'espère que cela vous a beaucoup plu. Cette histoire suit Coates, l'otaku passionné de fantasy érotique, qui en fait l'expérience par hasard. Un nouveau jeu où, lors de sa première mission, une joueuse le sauve en le faisant passer pour un idiot. Elle oublie sa récompense pour le sauvetage. Alors le protagoniste part en ville, lui rendre ses affaires et accomplir une bonne action. Plus précisément dans la boutique d'armure pour dames et chevaliers. Il tombe alors sur une scène assez troublante pour l'esprit, où le patron et son employé semblent se détendre un peu. Contrairement à ce que croyait le protagoniste, le patron prend les mesures de la jeune fille pour une armure. Cependant, pour le protagoniste, tout cela est étrange, car dans cet endroit, toutes les armures sont conçues pour être aussi obscènes que possible. Puisque le responsable du magasin, Narden, est probablement l'homme le plus pervers qui soit. Avec pour seule mission dans sa vie que les femmes de toutes les races est une protection qui révèle toutes leurs sensations. Donc nous savons quelles scènes nous attendent avec cet anime, puisque les femmes de ce monde ne se soucient pas de la façon dont elles s'habillent, comme nous le voyons avec la fille que nous avons rencontrée plus tôt, appelée Lilieta. Cependant ici, l'important est le sac d'argent que le protagoniste apporte, et qui finit par être crucial pour sauver l'entreprise qui est sur le point de faire faillite. C'est normal quand le responsable ne pense qu'aux courbes de ses clientes. Coates arrive alors pour gérer l'argent de l'entreprise sans que personne ne s'inquiète que ce soit une affaire inconnue. Mais bon, il découvre la raison de cette décadence dans la boutique et sait que Narden vend toutes ses lingeries de protection. Avec quelques statistiques, à des prix incroyablement bas, qui ne laisseraient aucun bénéfice, même s'ils ont beaucoup de clientes comme cette fille qui cherche à améliorer son agilité au combat. Et le responsable lui recommande ce bikini 3 fils à un prix très bas, en lui disant qu'avec sa beauté, il lui irait parfaitement et qu'elle devrait l'acheter. La fille se laisse convaincre par le prix,
bien que ce ne soit pas confortable pour elle. Bien qu'en réalité, on ne sait pas, car les autres options étaient bien pires, alors elle termine son achat super bon marché. Le prota sait que des changements sont nécessaires et conseille à Narden de faire confiance à son produit pour se démarquer et éviter de tout perdre. Le prota souhaite les aider car il s'intéresse à Lilieta, surtout après avoir découvert qu'elle n'est pas liée au sale Narden. Ce dernier, malgré tout, ne rate jamais une occasion de l'utiliser comme modèle pour ses nouvelles armures, qui, au lieu de faire peur, lui donnent envie d'autre chose. Coates jusqu'à ce qu'il en tombe complètement amoureux. Et à partir de maintenant, nous aurons un CM assez frappable. Cependant, ce n'est qu'un effet de l'armure, qu'il peut facilement corriger avec des objets magiques. Même le penchant qu'il a déjà pour cette fille ne va pas disparaître aussi facilement. Ou enfin, on ne sait pas, puisque tout s'effondre pour le protagoniste quand il apprend que Lilieta vit littéralement avec son patron. Et pas seulement ça, il la nourrit, lui donne du travail, alors qu'à la différence du protagoniste, qui est le plus faible du quartier. La fille a une force stéréo extrême, ce qui rend difficile de trouver du travail dans certains endroits. Le responsable, seul à lui faire confiance, anéantit tout espoir de chasse pour Coates. Narden est plus insouciant que prévu et, comme il l'a déjà dit, il ne s'intéresse pas à elle. Alors qu'elle pleure un peu, elle leur dit même que si Coates veut aussi vivre avec eux, c'est parfait. En fait, il pourra le faire dans une chambre attenante, où l'imagination du protagoniste laisse place à toutes sortes de situations et à l'attention. Avec des femmes avec qui il n'a pas expérimenté. Maintenant, ils passent plus de temps ensemble et le couple gagne en confiance avec des gestes typiques d'anime, comme s'appeler par leur prénom. Plus tard, la fille cuisine pour eux et le protagoniste est presque ému. La série se termine quand il l'entend dire qu'elle aimerait lui cuisiner. Longtemps, il l'a presque fait pleurer. Et ce n'est pas tout. Pendant que la fille se douche, le protagoniste s'apprête à recevoir son paiement, mais refuse, connaissant la situation du lieu. Jusqu'ici, tout est assez normal, si ce n'est que Narden commence à devenir un peu étrange. Donc pour Coates, il vaut mieux accepter l'argent avant qu'on ne le paie d'une autre manière, disons, en lui cassant cette queue. C'est alors qu'ils entendent un bruit dans la salle de bain. Lilieta s'est évanouie à cause de la chaleur, et le protagoniste aussi, mais pas celle de la salle de bain. Même si Narden ne trouve que des costumes érotiques comme solution, il a tout de même raison et sauve la situation. Même si le protagoniste gère bien, il vaut mieux qu'il se distrait en faisant le ménage. Cependant, une nouvelle fille, couverte de sang, arrive au magasin. Il s'avère que c'est une guerrière appelée Frêle, qui cherche une armure car celle qu'elle possède est usée et tachée de sang de gobelins. Cependant, lorsque le protagoniste essaie de lui proposer des options, il ne trouve que des tenues très osées qui ne peuvent pas manquer. Alors il choisit la moins pire et la donne à la jeune fille, dont il est surpris par les énormes attributs. Et encore plus lorsqu'elle l'appelle dans la cabine d'essayage et lui laisse voir de plus près. Littéralement, il finit par mourir à nouveau. Car il ne peut s'empêcher d'imaginer toutes sortes de choses dans une boucle dont j'ignore si elle est bonne ou mauvaise. En attendant, il décide de nous raconter l'histoire d'origine de Narden, qui curieusement était un prodige de la magie depuis son enfance. À tel point qu'à l'âge de 10 ans, il était l'invaincu du village, sans jamais perdre, du moins jusqu'au jour où, par hasard, il rencontre ce qu'on appelle dans ce monde une guerrière. Sexy, une combinaison de combat et de sensualité, littéralement, c'est son nom. C'était une femme capable de bloquer n'importe quelle attaque de ses ennemis simplement avec ses mouvements sensuels. Cela fait comprendre au garçon qu'il ne pourra jamais la vaincre. Cependant, il sait qu'il peut apprendre d'elle. Ainsi, en devenant une sorte d'élève efféminé, il finit par développer ce goût pour les tenues audacieuses des guerrières. Cependant, en vrai homme, après avoir fait ses adieux à sa maîtresse et lui avoir promis de lui fabriquer la meilleure armure possible, il décide de suivre sa propre voie et de créer le vêtement parfait, pour lequel, au fil des années, il n'a réalisé que des prototypes jusqu'à aujourd'hui. Une belle histoire, quoique fausse. Poursuivons. Coates a davantage de soucis car Frêle refuse de quitter la boutique et cause plus de dépenses que le protagoniste ne peut gérer. Et la meilleure solution pour Narden et son grand esprit de génie est de l'embaucher. Et il assigne le protagoniste pour qu'il doive maintenant la former, pendant qu'elle ne cesse de lui faire des allusions osées. Même lorsque de nombreux slimes ennemis apparaissent sur place, la fille demande au protagoniste de se cacher derrière elle, littéralement derrière elle. Heureusement, face à cette situation, Lilieta arrive et élimine les slimes en les faisant exploser avec ses mains grâce à toute la force que nous avons déjà vue. Cependant, cela génère un autre cliché de l'anime, qui donne une fièvre incroyable au protagoniste, qui meurt pour la 10e fois. De plus, lorsqu'il va mieux, c'est lui qui doit s'occuper de tout le désordre. Pendant ce temps, les filles prennent une bonne douche ensemble, où elles passent aussi du bon temps, et décidant que chacune mentionnera les meilleurs atouts de l'autre,
ce qui tourne à une conversation un peu chaude. En vérité, mais il y a un peu de censure et on voit Frel déjà très à l'aise dans la maison. En plus, il reçoit son premier salaire, le gars sort de l'argent de son C. Avant de continuer, une nouvelle cliente entre. Elle est petite, donc le protagoniste la considère naturellement comme une enfant. Cependant, à la surprise générale, il s'avère que c'est le roi démon de ce monde, qui est complètement furieux parce qu'on lui a volé ses ailes angéliques, en particulier Narden. Et l'histoire des ailes n'a pas beaucoup de sens, mais rien dans cet anime n'a de sens. Et comme on peut le voir, malgré sa taille, la fille possède un grand pouvoir. Cependant que pour l'instant, c'est simplement une loli au tempérament fort, qui semble gentille, car pendant qu'on l'invite à manger et qu'elle partage avec tout le monde, elle commence à se rendre compte de la personnalité de chacun. Par exemple, avec l'esclave du magasin, la fille à forte poitrine masculine, la timide à forte poitrine et l'amour de sa vie, qui est Narden et qui lui a volé ses ailes angéliques. Donc tout cet environnement pour elle, qui est couvert de ténèbres, est quelque chose de nouveau, avec le bonheur que tout le monde dégage. Cependant ici, tout change complètement. La bipolaire sait qu'elle n'a besoin de rien. En usant une part de son pouvoir, elle libère une vague de ténèbres qui recouvre la ville. En éliminant les villageois et surtout les clients, ils finiront par faire faillite. Et comme si cela ne suffisait pas, ils décident maintenant d'attaquer nos protagonistes. En commençant par les filles, parce que cela se prête à une certaine situation. Un cliché d'anime, tu vois? Alors, face à la situation, Flel utilise ses compétences pour la sauver. Pendant ce temps, Narden, qui était actif sur la scène, utilise sa technique maîtresse pour étourdir la démone. Ils en profitent pour chercher un endroit où se cacher. Pour l'instant, tout cela grâce aux compétences de Narden, qui a décidé de nommer Nardin. Le nom est plutôt original. Ils sont toujours dos au mur, il vaudrait mieux remettre les ailes célestes. Cependant, pour le chef, cet objet fait déjà partie de la boutique d'armure luxurieuse, et il ne peut pas y renoncer si facilement. Et il ne peut pas non plus abandonner ses compagnons. Alors il fait tout un discours de motivation sans grand sens, motivé par la perversion. Ce qui permet tout de même à tout le monde de se motiver à se battre. Et maintenant, quel est le plan de Narden? Pendant que la démone les cherche, seul le chef apparaît devant elle pour lui dire qu'il prépare l'armure suprême. Avec les mêmes ailes angéliques, il nous montre que toute son histoire avec la maîtresse était bien réelle. Et il assure à la démone que dans 1 an, lorsque l'armure sera prête, elle sera la propriétaire de son œuvre. Cependant, elle refuse, ne pouvant attendre plus que ce qu'elle a déjà accordé, malgré la trahison, et alors que les autres s'éloignent derrière elle. Cependant, ils sont tellement inutiles qu'ils se font repérer et doivent accélérer les choses. En effet, le plan du chef est que l'une des filles atteigne le sous-sol pour prendre l'armure. Presque prête, bien qu'il ne s'agisse que d'un prototype, elle est équipée d'ailes angéliques comme dernier recours pour sauver le monde qui continue d'être consumé par les ténèbres. C'est pourquoi la guerrière utilise toute sa force pour faire gagner du temps à Lilieta. Cependant, ce n'est pas suffisant contre le roi démon. Et les 2 autres sont sur le point d'être mariés de force. Cependant, le protagoniste, qui comme nous l'avons vu n'a aucune affinité avec la magie, n'en subit pas non plus les effets, cela le rend juste un peu excité. Je ne vais pas te mentir, c'est ce qui lui permet de gagner assez de temps. Pendant ce temps, la femme se dirige vers le sous-sol et commence à s'équiper. Même si le protagoniste est volontaire, la démone prépare une attaque qui détruira la boutique et le reste de la ville. Sinon, c'est parce que Lilieta apparaît avec l'armure au moment précis, où sa puissance est si grande qu'elle tient tête à la reine. La démone qui, même en utilisant une boule d'énergie de plus en plus grande, ne peut pas lutter contre le charme de la protagoniste qui parvient à l'atteindre et à arrêter sa magie. Mais au lieu de l'achever comme elle devrait le faire, elle parvient à contrôler son esprit et à voir réellement ses sentiments. Pour montrer que cette fille voulait juste profiter de l'ambiance joyeuse de la boutique et du reste, mais ne sent-elle pas que tout ce qu'elle représente ne correspond pas à quelque chose d'aussi coloré ? Donc, en échange, elle ramène le monde à la normalité qui le caractérise. En 1 seconde, Narden lui prépare l'armure scolaire ultime qui, d'une certaine manière, était ce qu'elle cherchait pour commencer son changement. Nous laissons tous satisfaits et surtout, sans un monde au bord de la destruction. Ce qui se traduit donc par de nouveaux clients susceptibles d'acheter des armures excitantes. Vivre heureux pour toujours, avec beaucoup d'argent. Voici donc cette courte série qui nous laisse quelques épisodes à commenter, où le protagoniste, après être entré et s'être renseigné, il apprend qu'un magasin concurrent est proche, le visite et y achète des lunettes. Elles paraissent normales au début, mais lui permettent de voir la vérité des choses. Même si la situation devient étrange, il rencontre d'abord les filles, qui cette fois réinitialisent dans son esprit. Et cela le pousse à devenir un peu fou avec ses lunettes, qui après un moment lui permettent de voir des êtres démoniaques et même de briser le 4e mur. Bien sûr, en nous laissant avec quelques plans de ce que cet animé sait le mieux montrer. Ecchi cependant perd l'effet des lunettes, et il semble que tout redevienne normal.
À l'exception de quelques détails, c'est pourquoi il décide de retourner au magasin. Cependant, cette fois, toute l'équipe y va et découvre un endroit complètement différent, car le magasin possède un monde d'objets qu'ils ne connaissaient pas. Et c'est normal pour le plus grand commerce de l'endroit. Cependant, avant de pouvoir continuer à visiter les autres endroits, ils se retrouvent dans une sorte de zone où ils restent piégés et avec des vêtements différents. Donc ils savent qu'il s'agit d'une mission du jeu. Cependant, un ennemi est apparu qui prend tout le budget de l'anime, car il a beaucoup de style et ne peut être combattu que comme un boss final. C'est pourquoi Narden propose une nouvelle armure qui ne couvre à peine que la zone importante du protagoniste. Mais il n'y a plus d'autre choix avec le temps qu'ils ont, alors Kaots décide de se sacrifier avec l'arme la plus puissante. Cependant, face à cet ennemi, ce n'est pas suffisant et il reçoit un coup de pied dans la zone B, ce qui est traumatisant, dont ils n'ont pas d'autre choix. Narden utilise à nouveau sa capacité d'étourdissement pour les faire sortir de la tente au bon moment et les sauver de cette situation étrange. Cependant, quelque chose de pire les attend dehors, car une beauté inattendue fait son apparition, qui n'est pas seulement une idole reconnue, mais qui, littéralement, copie l'entreprise à laquelle ils ont consacré tant d'efforts pour vendre. Tout comme eux, et même s'ils essaient de lui montrer que le succès n'est pas immédiat, la jeune fille réalise des ventes instantanément grâce à son influence, et c'est elle qui finit par leur donner une leçon. Alors qu'à la fin, elle leur propose une alliance dans laquelle ils finissent par se comprendre et on constate une amélioration significative. C'est pourquoi la jeune fille commence à disparaître, car sa mission n'était que de leur montrer le bon chemin. C'est quelque chose qui touche tout le monde, tandis que l'on entend de grandes phrases comme « Au bout du chemin, ce qui compte le plus, c'est toujours une bonne armure érotique qui met en valeur les courbes d'une femme ». En comprenant aussi qu'à un autre moment, ils recroiseront l'idole, à moins qu'elle ne soit déjà derrière eux, joli détail. C'est ainsi que se termine cette série si étrange que, pour être honnête, il suffit de regarder un résumé, car elle n'apporte vraiment rien. Ce sont des épisodes extrêmement courts, avec des situations un peu absurdes, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Cela dit, il y a une suite, avec une dose d'érotisme plus prononcée. Ecchi plus de 18 ans, peu importe. Et si vous soutenez vraiment cette vidéo avec 400 commentaires, je serai obligé de continuer cette histoire en sacrifiant un peu mes yeux. Je ne vais pas te mentir, mais si ça vous plaît, c'est comme ça. Pour ma part, c'est tout. J'espère que cet anime étrange vous a plu. On se retrouve à la prochaine. Et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.